Bonjour à tous, je suis ravie de commencer la semaine avec vous. Bienvenue sur Mosaïque pour ce 30 minutes en direct. Un train peut peut-être en cacher un autre, mais en Lorraine, l'adage n'est pas valable pour les gares. Louvigny, qui avait une vocation provisoire, ne sera pas transformée en gare de fret au profit d'une gare d'interconnexion TGV-TER à Vendières. Ainsi en a définitivement décidé le président du Conseil régional de Lorraine. Une décision annoncée et commentée ensuite par les différents groupes en session plénière. C'est l'un des thèmes que nous évoquerons dans le JT. Quant aux autres sujets abordés dans l'émission d'aujourd'hui, voici le sommaire. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les événements et activités du week-end résumés en images. Le budget primitif de la casque a été présenté au conseil communautaire. Pour la première fois, les footballeurs du SFC ont disputé un match de championnat sur leur nouveau terrain synthétique. C'était face aux Alsaciens de Bissheim. La petite histoire du jour raconte l'épopée du four à faïence de Sarreguemines. Enfin, côté cuisine, l'entrée de la semaine est une croûte au saumon minute cuisinée par Jean-Marc Mardinet. Et il y aura aussi l'invité du jour qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines Beach, Sarralbe. Christophe Salin nous parlera tout à l'heure des nouveautés et du mode d'emploi pour les premières élections départementales. Mais d'abord, un retour en arrière à la rencontre d'une jeune artiste locale que vous connaissez bien. Le 23 février 2008, Marina D'Amico s'était rendue à Paris pour chanter en duo avec Amel Bent. Mosaïque était du voyage, replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Aujourd'hui, elle a été invitée sur les plateaux de Canal J pour faire une surprise à sa chanteuse préférée, Amel Bent. Accompagnée de sa sœur Laetitia, de son frère Anthony, de son père Ercole et de sa mère Touria, Marina se rend direction les studios de la Plaine Saint-Denis, en banlieue parisienne. Marina a du talent que de grandes chaînes de télévision ont déjà remarqué. Marina D'Amico en était alors encore au début de sa carrière. Mosaïque continuera bien sûr à filmer son parcours. Marina a sorti en septembre dernier son premier album, Mon Petit Chemin. Les petits chemins ont commencé par se couvrir de neige avant qu'elle ne cède la place à la pluie. Regardez les prévisions de Météo France pour demain présentées par Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui en tout cas il n'y a pas que moi qui reviens, c'est aussi le grand retour de la neige. Et pour demain le temps sera toujours instable, le ciel sera encombré de nuages et des averses seront possibles à tout moment. Les averses peuvent être des giboulées, de la grêle, de la pluie ou encore de la neige sur les hauteurs, on peut donc s'attendre à tout. Et côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 4 à 7 degrés. Demain mardi 24 février, c'est la Saint-Modeste, une fête que beaucoup de personnes aiment s'attribuer, alors bonne fête à tous les modestes. Et le soleil nous accompagnera de 7h21 à 18h04. Et je vous quitte avec ces images insolites d'un petit chien qui joue à cache-cache derrière les comptoirs du toiletteur Dog Style. Très bonne journée à tous et à demain. C'est des fous ça, quoi, en fait. Et vous allez toujours l'avoir là. Mais c'est des fous ça. C'est des... Voilà, voilà. Et je pense... Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et tour d'horizon maintenant des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, la date de commémoration internationale du centenaire de la bataille de Verdun a été fixée. Ce sera le 29 mai 2016, un jour symbolique, pile 50 ans après la commémoration de cette bataille par le général de Gaulle. En page locale, l'Office de tourisme veut séduire plus de groupes. Il vient de sortir sa toute première brochure destinée aux groupes. Riche et novatrice, elle devrait permettre d'attirer encore plus de touristes dans la cité faïencière. Enfin, dans l'édition de Forbach, l'ERL fait sa une sur la couverture par les médias locaux de la catastrophe du Puy-Simon. Les journalistes du Républicain Lorrain et l'ancien directeur de TV8 témoignent de cette journée très forte en émotion, au cours de laquelle ils ont été bouleversés par la dignité des familles qui attendaient de savoir si leurs proches avaient survécu. Et c'est un événement dont nous parlerons beaucoup demain. Un ancien mineur, Alain Schneider, qui n'avait que 18 ans à l'époque, sera sur ce plateau pour témoigner. En attendant, voici le JT de Mosaïque. Alternance de solennité et de loisirs, telle est l'impression qui ressort des événements qui se sont déroulés ce week-end. Ces derniers jours ont également été propices aux anniversaires, comme nous le montre ce résumé du week-end en images. Changement de chef chez les pompiers. Vendredi soir s'est déroulée la cérémonie de passation de commandement à Lixin-les-Roulins. L'adjudant-chef Christian Freyermuth est désormais le chef du centre d'intervention. Il prend la relève du lieutenant Jamin, dont il était le second. Germain Jamin a été nommé au grade de capitaine honoraire. À la tête de 8 sapeurs-pompiers, Christian Freyermuth va devoir faire face au manque d'effectifs, comme dans tous les villages. Victor Crucial, Walter Stavicki. Les prénoms et les noms des victimes civiles et militaires qui ont péri lors de la libération de Lixin-les-Roulins ont été prononcés. 70 ans après, la commune se souvient de ces héros, et notamment des 22 soldats américains morts pour la France, si loin de chez eux. La libération de Lixin-les-Roulins est intervenue tardivement, le 17 février 1945. En organisant cet événement, l'équipe municipale a souhaité mettre en valeur cet épisode marquant de l'histoire de la commune. Déjà parce que ça fait 70 ans et que c'est important aussi pour la population, et puis la population vieillit, donc bientôt il n'y aura plus de personnes qui ont vécu cet événement. C'est pour ça que je trouve que c'est très important, pour la mémoire. Des discours ont été prononcés, des gerbes ont été déposées et de nombreux habitants étaient présents lors de cet événement auquel ont pris part également les sapeurs-pompiers de Lixin-les-Roulins ainsi que la musique municipale de Großbiedersdorf. Une exposition était également mise en place pour permettre à la population de constater le délabrement de la commune en 1945. Une conférence de presse a permis de dévoiler le programme de la Tropical Party qui va se dérouler samedi 28 février au centre nautique. Une fiesta muy caliente en maillot de bain côté piscine et sans maillot côté espace détente. Celui-ci proposera un tarif découverte de 8 €, tandis que la piscine sera accessible à tous de 16 h à 23 h au tarif unique de 2 €. Jeux et parcours aquatiques pour les enfants, initiation au canoë-kayak pour tous, ainsi qu'aquazumba et aquadisco sont au programme. On souhaite vraiment montrer ce que notre équipement peut proposer et donc les animations sont à notre sens donc vraiment la bonne formule. Une manière de montrer le centre nautique sous un jour inhabituel où il ne sera pas uniquement question de natation. En attendant le 28 février, certains se sont déjà défoulés. Les passionnés d'activités pédestres qui ont pris part à la séance de découverte de marche nordique organisée par l'ASSA. Ils ont appris la technique de ce sport bénéfique pour la santé. Certains rejoindront peut-être les rangs du club qui compte à ce jour 70 pratiquants de marche nordique contre une douzaine il y a 2 ans. 2 autres séances de découverte de cette discipline se dérouleront le 11 avril et le 5 juin. Il y avait foule sur les tatamis. Le judo club de Sarreguemines organisait son traditionnel stage de perfectionnement. Près de 130 combattants ayant pris part. Ils suivaient avec concentration les démonstrations des intervenants, des pointures du judo, comme Hiroshi Katanishi, expert de l'université de Tenri, ancien entraîneur national.
Il s'agissait de la 10e édition de ce stage dont la renommée dépasse les frontières lorraines. Pour la soirée jeux de société, il s'agissait aussi de la 10e édition. Organisée par la médiathèque communautaire, la ludothèque Beau Soleil, les Gardiens du Rêve, la Caverne du Train et Jeux Console, cette manifestation a attiré près de 160 joueurs. Ils ont découvert des jeux très variés, susceptibles d'intéresser des personnes de tout âge. Le jeu fonctionne depuis longtemps à Sarreguemines et en leur proposant des soirées jeux régulières à la médiathèque, on était certain de la réponse, quoi. Et au bout de la 10e édition, si on continue, c'est que les gens répondent correctement. En moyenne, 3 soirées jeux sont proposées chaque année à la médiathèque. La prochaine se déroulera le 30 mai, à l'occasion de la Fête mondiale du jeu. Cette soirée jeu était loin d'être la seule manifestation organisée ce week-end à la médiathèque communautaire. Le samedi matin, des enfants ont écouté l'histoire d'Éric Carle, relatant l'aventure d'une souris en quête d'amis. Dans 3 langues, allemand, français, francique, et à l'aide de ludiques postures de yoga, les enfants ont appris les noms et les manières de se déplacer de bon nombre d'animaux. Du café, des tablettes, voici l'activité Café Tablette. Une animation qui remporte un franc succès et qui avait pour thème lors de cette séance la littérature. Les participantes ont eu droit à une présentation de plusieurs applications permettant de lire sur une tablette, de télécharger des e-books, de raconter des histoires ou encore d'organiser sa bibliothèque personnelle. Grâce aux intervenantes Sandrine et Sophie, les femmes ayant pris part à cet atelier sont désormais à la page. Quittons-nous en musique avec ces images illustrant la gaieté qui régnait lors du grand gala de la FAEI. Comme chaque année, un public varié et déguisé s'est régalé avec les plats préparés, tout en s'amusant en compagnie de Jackie Mélodie et de ses musiciens. Il y avait près de 400 noceurs dans la salle polyvalente mise gratuitement à disposition par la mairie de Visvillers. Cette soirée s'est terminée tard dans la nuit. Terminus, tout le monde descend, il n'y aura pas de gare d'interconnexion TGV-TER à Vendières. La session plénière du Conseil régional avait pour seul but d'enregistrer les résultats de la consultation citoyenne. Moins de 10% des Lorrains s'étaient rendus aux urnes le 1er février et le non l'avait emporté à 58,57%. Ces résultats, ainsi que le projet en soi, ont été vivement commentés au cours de la session. Extrait des prises de parole des différents groupes politiques. Je considère que le projet contesté de la gare de Vendières ne peut pas être engagé par cette majorité. C'est une triple gifle que vous ont envoyé les Lorrains. La première, c'est qu'ils ne sont pas venus aux urnes participer à cette consultation. La deuxième, c'est que ce résultat, avec un non, ne va pas dans le sens de vos engagements de la campagne électorale que vous aviez au cours de votre mandat. Et la troisième, c'est que ce résultat que vous auriez souhaité interpréter n'est pas interprétable. Le groupe Je suis Lorrain est pour la construction de la gare d'interconnexion à Vendières, malgré votre décision. Si j'ai bien compris, vous nous convoquez en plénière pour une cérémonie d'enterrement du projet Vendières. Le rapport rédigé qui reprend fidèlement la chronologie du dossier ressemble bien plus à une oraison funèbre. Après la faute de la gare temporaire de Louvigny, n'ajoutons pas l'erreur de ne pas réaliser la gare de Vendières. C'est le seul grand projet structurant d'aménagement du territoire. C'est pleinement au cœur de nos compétences. La gare de Vendières doit être réalisée et notre groupe, là-dessus, restera ferme et intangible. Cette consultation n'était pas un coup politique. Elle visait simplement à conforter la souveraineté de la Lorraine. La souveraineté de la Lorraine. Vendières ne doit pas être faite à l'heure actuelle, car nous n'en avons plus les moyens aujourd'hui. Car au-delà de la dépense envisagée pour cette gare, 120 millions valeur 2012, combien allons-nous devoir ajouter à valeur 2020, date probable de la livraison de la gare terminée? Combien devrons-nous investir dans le démantèlement de la gare de Louvigny et sa conversion en hypothétique gare de fret? La droite renie ses engagements initiaux et fait campagne virulente et mensongère pour s'opposer à Vendières. Elle fait d'un intérêt majeur pour la Lorraine une pré-campagne électorale pour tenter de regagner la Lorraine. Elle fait de Vendières un non à la gauche pluraliste de Lorraine, un non à Masseret. Tandis que le FN, dans sa démagogie populiste, après avoir été en faveur de Vendières, retourne sa veste, cherchant à engranger des voix pour demain,
au mépris total des véritables intérêts des Lorraines et des Lorrains. Je considère que le projet contesté de la gare de Vandières ne peut pas être engagé par cette majorité. Mais respectueux aussi de mes engagements vis-à-vis de mes concitoyens sur le développement, sur l'aménagement, je demande à nos commissions de regarder les conséquences du respect de ce vote. C'est la moindre des choses. Autre session plénière, celle de la Casque. Le budget primitif 2015 de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a été présenté jeudi soir par Jean Carman, vice-président en charge des finances. Il représente 81 millions d'euros, tout budget confondu, dont 58 millions d'euros en fonctionnement et 23 millions d'euros en investissement. Un budget avec une belle marge de manœuvre, sans augmenter la pression fiscale. Reportage de Marianne Gabriel. On est actuellement dans une situation où la dette, même si elle est encore de 2,6 millions, peut être considérée comme faible. On fait partie des bons élèves en la matière. Les budgets se suivent, mais la ligne directive reste inchangée. La situation financière pourtant confortable, avec un endettement très faible et les taux d'emprunt au plus bas, pourrait inciter la collectivité à mener une politique d'investissement plus offensive et même, comme le suggère Éric Bauer, revoir les impôts à la baisse. La balance entre les recettes et les dépenses fait état, a priori, d'un excédent brut d'à peu près 6 millions d'euros. Dans ces conditions-là, pourquoi ne baisse-t-on pas les impôts? Eh bien, les 6 millions que vous évoquiez tout à l'heure correspondent à cela. C'est de l'épargne brute. Et cette épargne va être transférée dans la section investissement. Nous le verrons tout à l'heure dans le cadre du budget. Et c'est avec ce montant que nous allons pouvoir réaliser nos projets. Donc si vous n'avez pas d'épargne, que ce soit dans une famille ou dans une collectivité comme la nôtre, vous ne faites rien. Nos impôts n'ont pas augmenté depuis au moins une dizaine d'années. En ce qui concerne la contribution foncière des entreprises, on a un des taux les plus bas de France en matière. Pas d'optimisme démesuré, pourquoi ? Les dotations de l'État baissent d'année en année. Le FPIC, le Fonds national de péréquation, créé pour soutenir les collectivités moins bien loties, augmente de manière exponentielle. Ça va devenir compliqué et je prédis pour la communauté d'agglo des difficultés. On peut encore actuellement attribuer aux communes des subventions, enfin des fonds de concours. Pourra-t-on encore le faire longtemps? Je n'en suis pas certain. Le budget primitif 2015 intègre cette année la reprise des chantiers d'insertion, délégués auparavant à Culture et Liberté, et l'instruction des permis de construire qui relevaient de la DDT, la Direction départementale des territoires et des communes. Des compétences supplémentaires qui vont de pair avec une augmentation des effectifs. Le budget principal de 47 millions d'euros ainsi que les budgets annexes sont approuvés avec une abstention et 2 abstentions pour le budget développement économique. Le vote des taux a recueilli un avis contraire. Et notez qu'à la rentrée prochaine, le campus universitaire sera consolidé avec un Master 2 de droit, spécialité collectivité territoriale et coopération transfrontalière. Pour la Casque, cela représente un coût de 25 000 euros supplémentaires à verser à l'Université de Lorraine. Pour les étudiants, cela permet d'entreprendre un cycle d'études complet sur le site de Sarreguemines. Passons au sport à présent. Samedi, le Sarreguemines Football Club recevait les Alsaciens de Bissheim dans le cadre du championnat de CFA2. Un match qui s'est joué sur le terrain synthétique situé rue Édouard Jaunez. Une première pour une rencontre à ce niveau de compétition. L'objectif pour les Sarregueminois à l'entame du match était la victoire et rien d'autre face à un adversaire moins bien classé. Mais les choses ont été plus difficiles que prévu. Résumé de la rencontre. C'est parti, la rencontre peut débuter. Ce terrain synthétique, les joueurs sarregueminois le connaissent pour s'y entraîner régulièrement ou pour y avoir disputé des rencontres officielles du type Coupe de Lorraine. Les joueurs ne découvraient donc pas cette surface sur le match qui les opposait à Bissheim, d'autant que le club y a organisé quelques matchs amicaux contre Metz et Zweibrücken pour garder le rythme malgré une série de matchs reportés. Les Alsaciens sont eux à jour dans le calendrier de la compétition et donc naturellement plus en jambes dès le coup de sifflet initial. Une situation qui les amène à ouvrir le score dès la 22e minute. Benzina qui relance et qui chatte dans la profondeur, il n'y a pas d'enjeu. Attention, ce numéro 9. Garvican qui a la lutte, qui passe et qui va frapper du goal.
battu du score. Oh là là, quel but! Les protégés de Sébastien Meyer ne l'entendent toutefois pas de cette oreille et prennent le jeu à leur compte. La pression est trop forte pour Bissheim qui commet une faute sur Mbarki dans la surface de réparation à la 37e minute. Penalty. Mbarki, 2 pattes d'élan. Allez Hassan. Bien joué, poteau but. Sur l'ultime action de la première mi-temps, Asli est à 2 doigts de permettre à Sarreguemines de prendre les devants. Mais c'est bien sur le score de 1 partout que les équipes se séparent à la pause. De retour des vestiaires, l'équipe sarregueminoise est toujours la plus entreprenante. Bissheim se contente de contre-attaquer. Une tactique bien préparée et payante pour les Alsaciens qui inscrivent un deuxième but à la 52e minute grâce à Mastroianni. Et voilà, avait dit le danger côté Bissheim, Mastroianni. Sarreguemines ne parvient pas à inverser la vapeur et c'est Bissheim qui finalement contrôle le match, bien aidé par de très bonnes individualités en attaque, comme Mastroianni, qui inscrit même un doublé à la 86e minute. Le but. Et le but. Et voilà. Score final 3-1 pour Bissheim. La défaite est amère pour l'entraîneur sarregueminois. On n'arrive pas à gagner parce qu'on n'est pas réaliste devant le but. Déjà premièrement, je pense qu'on a quand même largement les occasions pour au moins ressortir avec un nul, si ce n'est mieux. Et puis je suis déçu parce que dans le contenu, on n'a pas fait le match que je voulais. J'aurais voulu un peu plus d'intelligence collective et on a été très très naïf à mon sens et c'est là qu'on perd le match. Autant dire que la mission sera délicate pour Sarreguemines mercredi. Le SFC accueillera l'équipe réserve de Nancy dans le cadre d'une rencontre en retard. Un match qui ne sera pas idéal pour remettre sur de bons rails une équipe sarregueminoise qui est désormais 9e au classement avec 35 points. Et mercredi, c'est un match qui sera bien sûr en direct sur Mosaïque. Semaine chargée aussi pour le SFC puisque les joueurs seront aussi en déplacement à Sainte-Savine, Rivière-de-Corse, samedi à 19h. Tout autre thème à présent, parlons de politique et plus précisément des premières élections départementales qui ont lieu dans un mois, les 22 et 29 mars. Pour faire le point sur les nouveautés de ce scrutin, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines Beach, Sarralbe, Christophe Salin, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de dire, exit les élections cantonales, place aux élections départementales. À l'origine, les conseils généraux devaient disparaître. Ils ne font finalement que changer de nom. Tout cela est le fruit de grandes réformes. Alors une grande réforme, d'abord c'est 6 ans. Le conseil départemental est élu dans son entier pour 6 années, alors qu'autrefois c'était par moitié tous les 3 ans. Et donc une majorité qui s'installe dans la durée. Avec le redécoupage territorial qui donne naissance à des cantons qui sont moins nombreux, plus grands, on s'attendait d'abord à moins de conseillers et finalement les élus seront plus nombreux et plus nombreuses. Alors on passe de 51 à 27 cantons, mais effectivement il faut toujours un chiffre pair pour avoir une majorité. Et puis effectivement la grande réforme, c'est que dans chaque canton on élit une femme et un homme en même temps sur le même bulletin de vote. Et donc en Moselle, on va se retrouver avec 54 conseillers départementaux. Alors dans le secteur, il y a 4 tandems qui sont en lice à Sarreguemines, 4 aussi à Sarralbe et 6 à Beach. Concrètement, pour les électeurs, quel est le mode d'emploi de ce scrutin pour le premier tour le 22 mars ? Les électeurs choisissent un binôme, femme-homme, sur un bulletin de vote, sans possibilité de modifier, de panacher ou de rayer aucun nom. On est dans un scrutin majoritaire. Alors, quid du second tour, le 29 mars? D'abord, quels sont les critères pour que les candidats se maintiennent? S'il n'y a pas de candidat élu au premier tour, il faut avoir obtenu au moins 12,5% des électeurs inscrits pour se maintenir au second tour. Si ce n'est pas le cas, on est éliminé. Mais il faut toujours obligatoirement 2 binômes pour le deuxième tour. Donc c'est toujours les 2 premiers qui sont présents. Avec le risque de l'abstention, qui est souvent assez fort, avec cette histoire de 12,5% des inscrits qu'il faut avoir pour pouvoir se maintenir au second tour, ça veut dire qu'à priori, il y aura quasiment nulle part de triangulaire. Les élections cantonales, malheureusement, ne passionnent pas beaucoup nos électeurs. Le risque de triangulaire, effectivement, est faible. Et les candidats, les tandems de candidats peuvent-ils changer en fonction des alliances, des appels au vote? Est-ce que ça peut être un tandem différent au second tour? Pas du tout. On déclare sa candidature en préfecture pour le premier tour, on la déclare pour le second tour, mais ce sont les mêmes candidats sur le même binôme.
Donc pas de fusion, pas de modification, pas de panachage. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, j'ai envie de vous dire, rendez-vous après les élections départementales, puisque vous allez entrer en période de réserve, donc on ne vous verra absolument plus dans les médias. Et de notre côté, l'émission continue dans un instant, côté histoire et côté cuisine. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid von Münster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Fayence. « 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous reviendrons sur la catastrophe du Puy Simon. Il y a 30 ans, Alain Schneider était mineur. C'était son premier travail. Il avait 18 ans au moment des faits et sera notre invité. Et puis nous retrouverons Jean-Marc Mardinet en cuisine avec un plat de saison qu'il a découvert au bord des pistes de ski en Autriche, l'escalope montagnarde. Et avant de passer à la cuisine, la petite histoire du jour entame une série sur les faïenceries de Sarreguemines. L'occasion de nous rendre dans différents endroits du circuit des faïenceries, mais aussi d'évoquer le Sarreguemines d'il y a un siècle. FBS, du bon temps par tous les temps. Il est le seul rescapé de la trentaine de fours que possédait la faïencerie de Sarreguemines, construit vers 1860 en même temps que l'usine numéro 3 qui se trouvait là. Chaque cuisson durait entre 60 et 70 heures, nécessitant ainsi 9 tonnes de charbon. C'est un four de type bouteille. Il faut imaginer des enfilades de 3 fours comme celui-ci. Ils étaient reliés par un canal souterrain à une cheminée qui assurait le tirage. Et cette semaine, nous allons à Wolminster dans la cuisine de Jean-Marc Mardinet. Ce passionné de musique et de vinyle est aussi cuisinier de métier. Bien qu'il n'exerce plus depuis quelques années, il régale sa tribu au quotidien et nous dévoile cette semaine un menu inspiré de ses différentes escapades et expériences professionnelles. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, aujourd'hui je vous présente une petite entrée facile à faire, la croûte minute au saumon. Commencez par détailler votre saumon fumé grossièrement et préparez de jolies rondelles de citron qui serviront de décoration. Dans une casserole, faites fondre la margarine et ajoutez les échalotes hachées et les champignons émincés. Laissez suer rapidement, puis ajoutez le saumon fumé. Ajoutez enfin la crème et la ciboulette séchée et laissez cuire le temps de faire chauffer les croûtes au four et c'est déjà prêt. C'est le secret des recettes minutes, il ne reste plus qu'à dresser rapidement et à servir. Une petite variante facile à faire, à la place du saumon fumé, vous y ajoutez du saumon frais. Dans ce cas-là, mettez un tout petit peu de sel, de poivre et ajoutez un filet de vin blanc. Bon appétit!